Je vais vous parler d'un sujet qui ne prête pas à la douceur ni à l'intimité, évidemment, c'est le paradoxe. C'est un sujet dont tout le monde parle, un sujet qui est devenu d'ailleurs une espèce de... Ça fait partie d'un peu de ces mots du prêt-à-penser, on va dire. Vous savez, maintenant, c'est devenu une invective. Complotiste, populiste, fasciste, alors gauchiste, etc., etc., ultra-gauche, ultra-droite, enfin tout ça, ça fait une espèce de cacophonie générale, et cacophonie qui provient du fait que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai discuté tout à l'heure avec un ami à moi qui disait le problème c'est que, alors lui c'était son sentiment, il disait tu comprends, dès qu'on développe une pensée critique, on est traité de complotiste. Alors je disais bah, si c'est le cas c'est dommage, parce que justement le travail auquel moi je m'attelle, c'est un travail d'essayer d'être le plus précis possible, de définir les termes et de bien déterminer le fait qu'on peut développer une pensée critique, on peut être anticonformiste, on peut s'élever contre ce monde, on peut le contester tant qu'on veut, sans pour autant sombrer dans le complotisme. C'est même une nécessité. Je dirais même que le complotisme, c'est plutôt une maladie de la révolte, en quelque sorte. On va en reparler longuement. Alors le complotisme, on va faire ça progressivement, on va vraiment essayer de le définir, comprendre de quoi on parle et de quoi il retourne précisément pour éviter justement le flou et l'invective. Espèce de complotiste, oui, mais pourquoi? C'est compliqué, un complotiste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un complot. Il faut un peu aller le chercher, quoi, cet argument-là. Puis c'est vrai qu'après tout, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées un peu différentes et alors on les traite de complotistes. Ben, ça ne va pas. Il faut voir, ça dépend quelles sont ces idées différentes, au fond. Il y a des idées qui ne sont pas complotistes et d'autres qui le sont. Alors, c'est vrai que je suis parti de l'idée, je m'en suis aperçu, si vous voulez, en dialoguant complotistes, en allant les voir, en discutant avec eux, les vrais complotistes, hein, pas ceux qui sont exposés aux théories du complot et qui disent « Écoute, j'ai vu un truc sur YouTube qui m'a vraiment troublé. » Bon, ceux-là, bon, c'est des gens à qui on peut nouer un dialogue et puis essayer de les convaincre peut-être qu'ils s'engagent dans une voie qui est une erreur, on pourrait dire. Mais les vrais complotistes, c'est des gens que vous ne les ferez pas changer d'avis. Les vrais complotistes, c'est des gens, c'est pour ça que je dis ce sont des croyants. Ce sont des gens qui sont mus par une certitude, une foi absolue. Et le complotisme, si vous voulez, vous dites à un complotiste, vous lui donnez un argument rationnel qui va le déstabiliser, il va vous fournir un autre argument, et dans une avalanche d'arguments sans fin, une cavalcade d'arguments qui ne sont généralement étayés par aucune preuve. Ça, c'est un peu la faiblesse du raisonnement. Mais finalement, si on voulait définir le complotisme comme une religion, d'ailleurs, vous voyez, je vous ai mis cette jolie image des Illuminati, hein, bien sûr, c'est sur un site qui dénonce la présence des Illuminati. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire que nos gouvernants élus ne gouvernent pas. Et que derrière eux, il y a un groupe, alors moi je les imagine dans une très belle propriété en Nouvelle-Angleterre avec du feu dans la cheminée, ils discutent entre eux, ils ont des cigares. Je ne vois pas beaucoup de femmes, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc un peu de mec comme ça. Et alors c'est les Illuminati. Et alors on dit c'est le groupe secret qui domine le monde. Alors le problème c'est que les Illuminati n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui d'Illuminati. Vous les cherchez en vain. C'est une pure invention. C'est quelque chose qui est une sorte de rumeur urbaine. Mais si vous dites ça à un complotiste, il vous dit prouvez-le que les Illuminati n'existent pas. Moi, je leur dis mais attendez, prouvez-moi d'abord qu'ils existent, parce qu'il faut quand même faire les choses dans le bon ordre. Hein. Mais c'est vrai que là, vous êtes avec les Illuminati. Je les ai mis pour démarrer parce que lorsqu'on lit les très nombreux récits complotistes, la plupart, je dirais 80% d'entre eux, convergent autour des Illuminati, c'est-à-dire finissent par remonter à une puissance suprême, les Illuminati, qui dans tous les cas de figure contrôlent le monde. Alors ces Illuminati peuvent être des dirigeants secrets, ça peut être les Juifs, ça peut être des extraterrestres, mais dans tous les cas, c'est un groupe secret qui contrôle tout, qui dirige tout. Donc une religion, je vous disais. Alors, cette religion, si on devait la définir, cette religion qui est née aujourd'hui, qui se déploie dans le monde entier et qui a des centaines de millions d'adeptes, presque autant que le christianisme et l'islam, c'est vraiment une religion qui marche bien. Je dirais qu'il y a 4 évangiles. Le premier évangile, ça serait de dire que rien n'arrive jamais par hasard. C'est-à-dire que pour les complotistes, le hasard n'existe pas. S'il pleut, c'est la faute d'un satellite espion qui fait pleuvoir, et il est commandé depuis un laboratoire secret en Alaska.
voyez, par exemple, s'il y a un tsunami, comme il y a eu un tsunami épouvantable, souvenez-vous, dans l'océan, pardon, dans le sous-continent indien en 2004, hein, si je me souviens bien, à ce moment-là, que disent les complotistes? Ils disent que ce tsunami avait été occasionné par un tremblement de terre sous-marin, comme c'est souvent le cas des tsunamis. Malheureusement, c'est des phénomènes naturels et on n'y peut rien, hein, je veux dire. Mais pour les complotistes, c'était une explosion nucléaire sous-marine israélienne. Vous voyez, ça fait beaucoup d'adjectifs, hein, nucléaire, sous-marine et israélienne. Et donc, ils expliquaient comme ça, alors évidemment, de nouveau, les Juifs, hein, le bouc émissaire absolu du complotisme, c'est le judaïsme. Hein. Donc, ils expliquaient ça de cette façon-là. Donc, rien n'arrive jamais par hasard. C'est pas possible que une épidémie se déclenche par hasard. C'est pas possible qu'un événement, qu'un accident se produise, qu'un pont s'écroule. C'est pas possible. Forcément, il y a une cause cachée. Et donc, nous vivons une providence inversée. Deuxième évangile, nous vivons une providence inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière tout ce qui se produit, tous les événements d'actualité, tous les cataclysmes météorologiques, les mouvements de l'économie, etc., il y a un agent maléfique. Donc, alors, les Illuminati ou d'autres, parce qu'on peut identifier beaucoup d'autres agents maléfiques, mais il y a un agent maléfique, quelqu'un qui fait en sorte que ça aille mal. Par exemple, lorsque l'épidémie de Covid-19 a démarré, c'était très intéressant d'observer dans les sphères complotistes les réactions des gens. Parce que d'abord, ils ont commencé par dire, on est en début 2020, souvenez-vous, ils ont commencé par dire l'épidémie n'existe pas. Le Covid n'existe pas. Il n'y a pas de Covid. C'est faux. On nous fait croire qu'il y a une épidémie pour instaurer un état d'urgence, pour contrôler la planète, pour faire de nous des moutons qui vont obéir au nouvel ordre mondial. Mais donc, le Covid n'existe pas. Et puis, quand il y a eu des morts, quand il y a eu des gens qui souffraient autour de nous, un peu partout, donc ils ont dit le Covid existe, mais le Covid est une arme bactériologique qui vise à détruire la population. Pourquoi détruire la population? Eh bien parce qu'il y a trop de monde sur Terre et que les Illuminati pensent qu'on est trop nombreux et que donc ils inoculent depuis la nuit des temps des maladies. Donc la grippe, le cancer, la variole, tout ce que vous voulez, le H1N1 évidemment, enfin, toutes les maladies qui sont apparues ces dernières années ou même depuis des siècles, en fait, ont été sciemment inoculées par les Illuminati pour réduire la population mondiale. Donc, vous voyez, dans un but de correction économique. Donc, nous vivons une providence inversée, c'est-à-dire que nous sommes la proie d'agents maléfiques. Troisième évangile, les médias traditionnels mentent toujours. Tout ce que disent les médias est faux. Vous ouvrez le journal, c'est faux. Alors évidemment, on peut répondre à ça, on peut critiquer les médias, mais lequel média? Parce que si vous dites critiquer les médias, c'est comme critiquer les juifs, ou critiquer les arabes, ça ne veut rien dire. Il y a des médias intéressants et puis des médias stupides. Donc évidemment, il faut faire le tri. Mais en tout cas, pas pour les complotistes, pour lesquels les médias mentent tous. Et ils font exprès de mentir. Et donc, puisque les médias officiels mentent, la seule source d'information, c'est la parole du peuple. Et la parole du peuple, on la trouve où? Sur Internet. Donc il n'y a qu'Internet qui dit la vérité. C'est une religion d'Internet. Vous voyez, c'est Internet nous dit la vérité et les médias nous mentent. Et puis quatrième évangile, qui est très intéressant aussi, il faut douter de tout. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que le complotisme est une religion du doute. Mais si vous voulez douter, c'est quand même la moindre des choses. C'est formidable de douter. Sinon, on devient des abrutis, des moutons. Je veux dire, si on ne doute pas de ce qu'on nous dit à la télé, si on ne doute pas des informations, si on ne doute pas des discours officiels en cherchant les causes réelles des événements, parce qu'on est parfaitement abrutis. Alors, on ne va pas prôner l'abrutissement ce soir. Mais le problème des complotistes, c'est que c'est un raisonnement, le doute est poussé à l'infini. C'est-à-dire, et le doute est poussé à l'infini dans une sphère paranoïaque. C'est-à-dire que comme le hasard n'existe pas, on doute de tout, on doute jusqu'à faire apparaître le fameux agent maléfique.
Je peux vous citer ce que disait le psychologue Pascal Wagner-Egger, qui a écrit un très bon livre sur le complotisme et qui est psychologue social suisse. Et le problème principal du raisonnement complotiste, c'est une exagération de la tendance saine à manier le doute. Alors il donne des exemples, il dit les vidéos de l'effondrement du pont de Gênes au ralenti, souvenez-vous quand le pont de Gênes s'est écroulé, ont généré les mêmes soupçons de démolition contrôlée que pour les tours de New York, le World Trade Center, et certains complotistes disent avoir trouvé des nanothermites dans les décombres de Notre-Dame, tout comme ils disent en avoir trouvé dans les décombres du 11 septembre. Vous voyez, dans l'imaginaire complotiste, le doute est systématisé, sacralisé jusqu'à l'absurde. Hein? Alors voilà, alors à partir de là, que disent finalement quand on rentre dans la psyché complotiste? On est face à un mystérieux « on ». On nous ment. Bon, on, c'est qui? On ne sait pas trop, mais on nous ment, on nous dissimule la vérité, on nous fait vivre dans le spectacle des apparences, on nous cache tout, on nous dit rien. C'est la fameuse chanson de Jacques Dutronc que vous connaissez bien. On nous abrutit, ce que nous pensons vrai est faux, car en réalité, il y a une force occulte qui nous dissimule la réalité, et donc rien n'arrive par hasard. Alors oui, il y a effectivement un agent maléfique dans le raisonnement complotiste. Alors lequel? Alors c'est intéressant de voir que lors des premières manifestations anti-vax, qui sont apparues quand le vaccin a commencé à être inoculé, il y avait un hashtag qui circulait dans les cortèges, c'était un hashtag « qui ». Intéressant comme hashtag, je trouve que ça a le mérite d'être court. Hein. Qui? Alors ça veut dire qui? Qui est derrière cette épidémie? Qui nous manipule? Qui veut nous tuer? Ou qui nous ment en nous faisant croire qu'il y a une épidémie? Enfin bref, qui veut nous vacciner pour mieux nous contrôler? Qui fait de nous des souris de laboratoire en testant sur nous des vaccins hypothétiques, etc. etc. Alors qui? Eh bien ça, évidemment, c'est la grande question. Alors lorsqu'on nous vaccine, on nous injecte une nanopuce qui s'active lorsqu'on passe près d'un émetteur 5G. Et oui, et ça nous transforme en zombies, en moutons obéissants. Alors j'ai essayé, puisque je suis vacciné, mais peut-être que je suis devenu un mouton obéissant. Alors on va nous apprendre que le président américain Joseph Biden est la marionnette d'un ordre extraterrestre présent sur la Terre depuis des milliers d'années, qu'on a profité évidemment du Covid pour perpétrer un génocide des vieux, des pauvres, etc., etc. Alors, si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous parlez avec un complotiste, ben, il va vous regarder avec condescendance parce que lui connaît la vérité, l'horrible vérité. Nous, les profanes, on invoque le hasard, la fatalité, quand il y a une éruption volcanique ou une inondation, mais les complotistes savent que les grandes catastrophes, aussi bien que les petits maux de la vie d'ailleurs, ont été produits par une volonté consciente et extérieure. Hein, donc ça, on n'y peut rien. Par exemple, y a-t-il un réchauffement climatique? Bah, écoutez, je vais vous donner la clé que j'ai lue sur un site complotiste. Je n'avais pas pensé, mais je trouve ça assez intéressant comme interprétation. Peut-être c'est la vérité. Des extraterrestres malveillants s'emploient à modifier le climat de notre planète pour l'adapter à leur physiologie. Ah oui, parce que sur leur planète, il fait beaucoup plus chaud, et donc forcément, ils ont froid sur Terre. Hein. Donc si vous voulez, petit à petit, ils nous envahissent. Alors, on va essayer d'avancer un peu dans notre... Je vous ai promis qu'on allait donner des définitions, donc on va commencer à essayer de poser un peu des mots, et essayer de comprendre ce que ces mots veulent dire. Hein. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une conspiration? Vous voyez, c'est écrit derrière moi. C'est une entente dirigée contre quelqu'un ou quelque chose. Bon, d'accord. Un accord secret entre des personnes visant à ébranler, déstabiliser ou renverser une autorité. Hein. Qu'est-ce que le complot? Ben, c'est la mise en œuvre de la conspiration. Hein. Donc le complot, c'est un projet ourdi secrètement contre la vie, la sûreté, la prospérité d'un individu ou d'un groupe. Alors, moi, je veux bien, mais quand vous lisez ça, des complots, des vrais complots, ben, il y en a eu beaucoup et il y en a encore beaucoup. Ah oui, parce que si on dénonce le complotisme, c'est pas pour devenir imbécile et dire qu'il n'y a aucun complot, qu'on est dans un monde de Télétobies, vous savez, où tout le monde s'aime et tout le monde est gentil et tout. Ben non, l'histoire de l'humanité, ce n'est qu'une suite de complots meurtriers. C'est comme ça. Alors j'en ai une petite liste pour vous. Je vais vous les fournir, vous me direz ce que vous en pensez. Alors je remonte un peu loin, mais je vais arriver jusqu'à aujourd'hui. L'assassinat de César par Brutus,
le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, bah oui, c'était un complot. L'assassinat de Caligula, le 24 janvier 41 avant Jésus-Christ. L'arrestation et le massacre des Templiers, en octobre 1307, c'était un complot. L'assassinat d'Henri III, le 2 août 1589, c'est un complot. L'assassinat d'Henri IV, le 14 mai 1610, c'est un complot. L'assassinat d'Abraham Lincoln, le 14 avril 1885, c'est un complot. Le complot de la cagoule visant à détruire la Troisième République, bah, c'est un complot, comme son nom l'indique, puisque la cagoule voulait détruire la Troisième République. L'assassinat du leader communiste Léon Trotsky, le 21 août 40, c'est un complot russe visant à tuer Trotsky. Le complot du 20 janvier 44 contre Hitler, comme son nom l'indique, c'est un complot. L'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle, le 22 août 62, c'est un complot. L'affaire du Watergate en 1972, c'est un complot. On se rapproche là. Hein. L'assassinat du président égyptien Mohamed Anwar el-Sadat, le 6 octobre 1981, c'est un complot. L'écroulement de l'URSS en 1991, c'est un complot. Et nombreux sont les historiens et journalistes qui, notamment, par exemple, depuis l'assassinat de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka en octobre 1965, jusqu'à la révélation des armes de destruction massive que Saddam Hussein aurait dissimulé en 2003, souvenez-vous, tous ces gens, il y a plein de gens qui enquêtent sur les complots réels pour les mettre en lumière et pour exposer les scandales de l'époque présente. C'est le travail notamment auquel se livre quelqu'un que personne ne songe à traiter de complotiste, qui est le lanceur d'alerte Julian Assange. Julian Assange dénonce de vrais complots. Il a le mérite de faire ça, il faut bien le dire. Et c'est ce qu'il fait avec son site et son organisation non gouvernementale Wikileaks depuis 2006. Il divulgue évidemment, comme vous le savez, des documents top secrets. Il est d'ailleurs l'auteur d'un texte qu'il a mis en ligne en 2006, qui résume son credo et qui est intéressant, qui s'appelle Conspiracy as Governance, la conspiration comme gouvernance. Ben oui, parce qu'il a raison, tout gouvernement dissimule au public une part de ses activités. Et cette part opaque relève d'une conspiration contre les peuples. Oui, mais alors là, attention, c'est là où on entre dans le... C'est difficile, parce que qu'est-ce qui fait la différence? Comment on va distinguer un vrai complot d'une théorie du complot? C'est pas évident. Comment on fait pour faire la différence? Alors là, écoutez, c'est très clair, hein, et c'est le psychologue Pascal Werner-Egger qui établit la frontière. Les complots avérés ont été prouvés par des preuves directes et positives, alors que les théories du complot ne reposent que sur des données erratiques. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des preuves historiques, des preuves, ça arrive. Hein, vous savez, je suis historien, les historiens cherchent des preuves. Alors ces preuves, c'est une déclaration, c'est un texte, c'est un document qui va prouver quelque chose. Et puis en face de ça, vous avez le doute systématique. Oui, mais quand même, c'est quand même bizarre. Le raisonnement, par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu. Ou alors, pire encore, qui prodest, à qui profite le crime? Vous voyez, si vous prenez par exemple, je vous donne un exemple sur lequel j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, l'incendie du Reichstag en 1933. Vous savez que Hitler est au pouvoir, il vient d'arriver au pouvoir, il est en train d'enfermer tous les opposants. Hein, il a lancé les mesures antisémites et puis il arrête tous les opposants. Il a ouvert les premiers camps de concentration et puis là-dessus, un incendie, le Reichstag brûle. Alors ça, Hitler, pour lui, c'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait, Hitler? Il en profite pour coffrer tous les communistes, tous les socialistes, tous les opposants antifascistes. D'accord? Donc on pourrait dire, ah bah, évidemment, Hitler a fait le coup. Eh ben non, c'est pas Hitler qui a fait le coup, c'était un jeune garçon perdu et paumé qui s'appelait Marinus van der Lubbe, qui était membre d'un groupe ultra-gauche au sens réel du terme, hein, c'est-à-dire de gauche marxiste anti-léniniste, et qui venait d'apprendre qu'il allait perdre la vue. Et donc c'était un jeune révolutionnaire, il était très jeune, il avait moins de 20 ans, et il a commis cet acte sans réfléchir aux conséquences de son acte. Donc c'est le hasard. Alors le hasard a servi Hitler, je vous l'accorde. Et on peut dire que Marinus van der Lubbe a fait preuve de cécité, mais de cécité politique aussi. Et c'est bien plus grave que la cécité réelle, d'une certaine façon. Mais enfin, vous voyez bien à quel point le
le doute systématique et ça ne fonctionne pas toujours. Et donc du côté des théories du complot, ben, vous avez effectivement le doute, des questions, mais pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a que des affirmations très péremptoires souvent, mais qui ne sont pas étayées par des preuves. Et en fait, qu'est-ce que disent les complotistes? Généralement, ils métamorphosent des rumeurs en faits. Et si je voulais résumer les choses, je pourrais dire que les théories du complot voient des complots là où il n'y en a pas. Ce qui est dommage, parce que du coup, ils passent à côté des vrais complots. Vous voyez? C'est ça qui caractérise les théories du complot. Alors, je vous ai parlé de la rumeur. C'est très important, la rumeur, parce que la rumeur, c'est quelque chose qui nous concerne au plus haut point quand on veut comprendre le phénomène des théories du complot, parce que les théories du complot, au départ, s'appuient sur des rumeurs. Alors la rumeur, c'est donc une réunion d'opinion ou de soupçons contre quelqu'un. Hein, qu'elle soit anonyme ou fomentée, la rumeur se répand sans limite, de manière vagabonde. Elle court, elle est anonyme. La rumeur, c'est le bruit qui court. Le voisin d'en face a-t-il récemment noué une liaison adultère? Le président de la République trompe-t-il sa femme avec un homme? La femme du président de la République est-elle un homme? Les vaccinés du coronavirus meurent-ils secrètement en masse? Les Juifs ont-ils provoqué la Deuxième Guerre mondiale pour favoriser la création de l'État d'Israël? Là, je vous cite des théories du complot existantes. Je n'invente rien, je ne fais pas du délire personnel, je vous dis ce que j'ai lu. Vous voyez, aussi horrible que ça puisse paraître d'ailleurs dans bien des cas. Alors c'est vrai que je vous renvoie sur la question de la rumeur au très bon livre d'Edgar Morin, très ancien, que vous connaissez sûrement, La rumeur d'Orléans. Pour les plus jeunes, la rumeur d'Orléans, c'est une étude sociologique qu'avait fait Edgar Morin, puisqu'il y avait une rumeur qui courait à Orléans, selon laquelle, quand les femmes allaient dans des boutiques de prêt-à-porter tenues par des juifs, il y avait des trappes dans les cabines d'essayage, et elles allaient directement par un toboggan, je ne sais pas, dans des bordels en Afrique du Nord. Mais c'était une rumeur qui était prise au sérieux. Les gens à Orléans n'allaient plus acheter dans les boutiques, si vous voulez. Ils avaient peur de finir en Afrique du Nord, ce qui était pourtant une façon rapide de voyager. Et alors, donc la rumeur, elle s'évapore, elle se répand, bien sûr, elle est malfaisante. Alors qu'est-ce qu'une théorie du complot? Une théorie du complot, en fait, attendez, j'y arrive, voilà. Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Une théorie du complot, c'est une rationalisation de la rumeur. Vous voyez, c'est un échafaudage, une amplification de la rumeur, une théorisation de la rumeur. Et bien sûr, la théorie du complot est signée partant d'une assertion non fondée, qui n'est étayée par aucune preuve. La théorie du complot se construit comme un échafaudage qui a l'air rationnel d'ailleurs, mais qui n'est autre chose qu'un système clos bâti sur le seul et unique doute. Vous voyez, pas de preuves, rien que des doutes. Alors évidemment, qu'est-ce qu'un complotiste? Maintenant, on va terminer ça très rapidement. Le complotiste ou conspirationniste, c'est le croyant, c'est celui qui croit dans la véracité des théories du complot. Il est persuadé que rien n'arrive jamais de manière imprévue, que tout événement a été produit par un agent malfaisant et occulte. Donc il est incapable de produire une preuve solide, évidemment, puisque tout son raisonnement est bâti sur la suspicion. Alors je pourrais simplement vous donner les 5... Alors selon la plupart des chercheurs, on dit qu'il y a 5 critères du complotiste, que je vous donne très, très rapidement comme ça. Premièrement, donc rien n'arrive jamais par hasard. Deuxièmement, tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées. Troisièmement, les choses ne sont pas telles qu'elles semblent être. Quatrièmement, tout ce qui est présenté comme vrai est faux. Cinquièmement, tout est lié, tout se tient. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand on étudie les théories du complot qu'elles se répondent toutes dans une espèce de grand récit comme ça où on voit toujours réapparaître les mêmes personnages en réalité. C'est assez troublant. Et donc le conspirationniste et la mise en œuvre, je voudrais bien insister là-dessus, d'une paranoïa collective. Alors oui, c'est vrai, c'est la mise en œuvre d'une paranoïa collective. Là, je vous ai mis un... Vous voyez, je crois que c'est une Québécoise. Notez que je suis dans l'actualité, puisque les Québécois ont eu l'idée amusante de lancer le convoi de la liberté, et qu'il y a un convoi qui arrive sur Paris, je crois. Enfin, quelques convois qui convergent sur Paris avant d'aller à Bruxelles ce week-end. On en reparlera peut-être. Mais vous voyez, dans cette manifestation-là, vous avez fausse pandémie, vraie dictature. Là, on est en plein dans le complotisme. La pandémie n'existe pas. Ah, il y a des gens à l'hôpital? Non, non, c'est pas vrai. En fait, ou alors les gens qui sont à l'hôpital pour d'autres raisons.
Et on dit que c'est le Covid. Vous voyez, c'est très habile, c'est très très malin. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que le complotisme, aujourd'hui, il est partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça a été pendant très longtemps un phénomène ultra minoritaire. Pardon ? C'est très discutable tout ce que vous dites là. Vous assénez des affirmations, vous attaquez des gens, vous êtes dans un discours comme ça, il faut arrêter de vous faire poser les questions aux gens peut-être. Je peux terminer ce que j'ai à dire Je ne sais pas, là vous accusez des gens sans preuve aussi. Mais on va le faire là. Oui, mais là vous êtes méprisant par rapport à ces gens qui sont en train de converger justement. C'est très méprisant votre attitude là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est un complot, c'est complotiste. Bien sûr. Bien sûr. J'espère ne pas être méprisant et je ne vous parle pas du convoi de la liberté. Je propose qu'on en parle peut-être après. Vous en avez parlé très précisément. Je viens d'en parler. Vous avez été méprisant. Écoutez, là, je suis désolé, je crois que vous êtes très susceptible. Parce que on a le droit de réagir. Pourquoi ça suffit? Pourquoi ça suffit? Pourquoi ça suffit? Et alors, on a le droit de réagir, non? Et alors? Vous l'avez fait. Vous avez pris de la température, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Vous avez un problème, monsieur? Pas du tout. Non, monsieur, c'est vous qui êtes le problème. Donc vous attendez tout simplement qu'il finisse sa démonstration. Pour quelle raison je serai le problème? Et après vous posez et vous allez pouvoir poser la question. Vous êtes venu là pour faire le foutoir, on est là pour écouter. Donc après qu'ils soient intervenus... Vous n'avez pas d'ordre à me donner, monsieur. Non, mais vous n'avez pas d'ordre aussi à nous donner. Et vous n'avez pas perturbé notre soirée. Et je pas à me taire. C'est la démocratie. Non, la démocratie, c'est de respecter le respect. Non, c'est pas le respect, justement, c'est précisément. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Moi, je m'appelle Monsieur Cissé. Donc si vous n'êtes pas content, vous sortez. Je ne suis pas content, mais je vais rester. Il va rester, c'est très intéressant. C'est organisé. Attendez. Est-ce que c'est un complot? On fait ces rencontres pour ça, mais c'est vrai, c'est important, ce que je demande, c'est qu'on écoute ce que dit Christophe, et ensuite, tous les avis sont bienvenus, c'est très important. La civilité. Ok? Ce serait gentil de me laisser terminer. Hein, je pense que par rapport au convoi de la liberté, c'est un peu particulier, c'est différent. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, le même sujet que celui dont je vous parle. Là, je vous parle, moi, précisément du complotisme. Et je voudrais vous dire à quel point le complotisme est devenu un phénomène de masse. Vous savez, quand on observe le phénomène, on s'aperçoit que dans les années 70, 80, 90, il y avait assez peu de complotistes et le complotisme était assez peu répandu. C'était d'ailleurs presque un phénomène de la pop culture. Et les complotistes faisaient sourire. Si vous regardez, souvenez-vous par exemple de la série X-Files, vous voyez, qui était basée là-dessus. Il y avait cette espèce de... On écoutait les complotistes avec... comme ça, ils étaient dans leur coin, d'une certaine façon. Et puis avec le développement massif d'Internet, eh ben, tout a basculé. Et le complotisme est devenu une religion de masse. Et beaucoup de gens que nous connaissons ont basculé dans cette nouvelle croyance. Alors là, je vais en mettre très en colère le monsieur, parce que je vais citer une manifestante anti-vax de juillet 2021 qui disait, par exemple, « Le liquide de la dictature n'entrera pas dans mon corps » en parlant des vaccins. Alors, est-ce que c'est le liquide de la dictature? Ça, à mon avis, c'est une vision complotiste. Peut-être que j'ai tort, je ne demande qu'à avoir tort. Mais donc, il faut maintenant les affronter directement au travail, dans les rencontres amicales. Partout où on va, y compris d'ailleurs dans cette salle peut-être, il y a des complotistes. Et d'ailleurs, les sondages d'opinion se multiplient. Les sondages valent ce qu'ils valent, mais on voit bien que les théories du complot connaissent une tendance à la hausse qui ne se dément pas depuis l'an 2000, si vous voulez. Le complotisme est une religion qui est en plein essor. Et nous assistons aujourd'hui donc à la dissémination mondiale d'une sous-culture qui touche le plus grand nombre. Je pourrais vous citer un sondage Ipsos réalisé en décembre 2020. 39% des Américains pensent que l'ex-président Trump a été chassé du pouvoir par une conspiration. Donc il n'a pas perdu les élections, il a été chassé par un complot. Vous voyez, il y a ainsi un phénomène de défiance à l'égard des médias, des élites, qu'on appelle entre guillemets les élites, et des gouvernants, qui va déboucher sur une croyance massive à l'égard des allégations dissidentes. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que les théories du complot, les hypothèses complotistes rencontrent un succès grandissant? Est-ce que ça tient à leur contenu?
Mais enfin, en même temps, il n'a pas beaucoup varié leur contenu, il n'est pas plus alléchant qu'auparavant. Hein, on ne peut pas dire que les producteurs de théories du complot brillent par leur originalité, puisqu'ils ressassent tout le temps les mêmes histoires. Hein, ils font en général que plaquer sur la réalité des schémas interprétatifs, codifiés. On revient la plupart du temps à l'antisémitisme, au racisme, à la dénonciation des sociétés secrètes et à la peur de l'étranger. L'extraterrestre étant l'étranger absolu, bien évidemment. Alors, c'est vrai que le regard complotiste a évolué au fil des siècles. Par exemple, peu après la Révolution française, on dénonçait un complot venu d'en bas pour détruire la monarchie et la chrétienté. Et aujourd'hui, on va dénoncer un complot venu d'en haut, incarné par des maîtres du monde, souvent juifs, francs-maçons, illuminati, parfois extraterrestres, mais toujours riches, puissants et se tenant dans la pénombre. Alors, qui sont précisément tous ces complotistes? C'est compliqué de les définir. Il n'y a pas de comment dirais-je, de portrait type du complotiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tendance à les démoniser. Je veux dire par là qu'on a tendance à les dénoncer. Par exemple, bien souvent dans les enquêtes de presse sur le complotisme, on va dire que ce sont des escrocs, malveillants, qui veulent pervertir les masses. Généralement, on ne les croit pas sincères. Alors, on va dire, qui sont-ils? Qui sont ces escrocs? Pour qui roulent-ils? Quelles sont leurs vraies motivations? On va les suspecter de machiavélisme. Est-ce qu'ils mettent en avant des trames fumeuses pour mieux faire passer leurs idées extrémistes ou minoritaires? Mais en réalité, en observant les acteurs de cette scène, on s'aperçoit que les tenants de ces réalités alternatives croient dur comme fer en leurs allégations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens extrêmement sincères. Quel que soit leur parcours, on remarque en général, par contre, c'est assez intéressant parce que chez les producteurs de théories du complot, on remarque une fracture paranoïaque qui survient à l'âge adulte. Alors, c'est ce que montre, par exemple, un sociologue, pardon, je bois un petit verre, Richard Hofstadter, dans son livre « Le style paranoïaque ». Ce qui caractérise, dit-il, le style paranoïaque, ce n'est pas l'absence de faits vérifiables, mais plutôt ce curieux saut dans l'imaginaire qui se produit toujours au moment décisif de la description des événements. Je vous donne un exemple parmi les très grands producteurs de théories du complot historiques. Vous avez John Robison. John Robison, c'est l'un des premiers dénonciateurs des Illuminati. Et John Robison, c'était un universitaire réputé, admiré, mais qui souffrait d'un sentiment de non-reconnaissance. Et il a fini par repérer un saut dans la fantaisie, et il s'est persuadé que des Illuminati malveillants formaient un barrage social pour empêcher la diffusion de ses travaux en dehors de l'Angleterre, où il habitait. Et c'est cette blessure narcissique qui se trouve à l'origine de son engagement. Vous voyez, je vous donne un autre exemple de producteur de théorie du complot, c'est Myron Fagan. Alors celui-là, il est absolument extraordinaire. Myron Fagan, c'était qui? C'était un auteur de théâtre. Un auteur de théâtre, mais qui a succès. C'était une des stars de Broadway. Il a écrit de nombreuses pièces de boulevard qui avaient beaucoup de succès à Broadway, des comédies scintillantes, des marivaudages, des choses comme ça. Et c'était également un scénariste très recherché à Hollywood. Mais il s'est senti soudainement environné d'ennemis communistes. Il les a vus partout. Il les a dénoncés sans cesse dans des libelles de plus en plus fous, au point de ruiner sa carrière, puisque Myron Fagan a fini par considérer que le gouvernement américain était communiste. Et il s'en est pris à Ronald Reagan, il s'en est pris aux pires anticommunistes, aux anticommunistes les plus radicaux, en disant pas du tout, ce sont des communistes dissimulés. Vous voyez, là, vous avez là un portrait de Myron Fagan qui faisait des disques 33 tours dans lesquels il parlait, comme je le fais, pour dénoncer les maîtres secrets de ce monde. Donc Illuminati volume 2, vous voyez, et puis vous avez CFR. CFR, c'est le Council on Foreign Relations, le Conseil des relations étrangères, qui est considéré aussi par de nombreux complotistes comme le gouvernement mondial. Hein, c'est un autre gouvernement mondial que les Illuminati. Donc vous voyez, c'est des gens brillants, intelligents, bien insérés. Hein, c'est des gens... et puis, soudain, ils dévoilent une faille qui était jusqu'ici indécelable, et alors ils se murent dans une certitude, leur certitude. Hein, je dirais que le complotiste est ainsi un être sincère, alors peut-être psychiquement fragile, peut-être enclin à la paranoïa, certainement. Mais en tout cas, il faut
tracer une ligne qui sépare les acteurs du complotisme de leurs adeptes. Parce que les vrais producteurs de théories du complot sont très peu nombreux. Pas plus de quelques centaines de pseudo-historiens, d'ex-militaires, de scientifiques sans diplôme ou d'universitaires un peu délirants, si vous voulez. Alors c'est vrai qu'ils sont omniprésents sur le web et que leurs écrits et vidéos sont relayés à l'infini. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils rencontrent un succès auprès de très nombreux, ils sont très peu nombreux eux-mêmes, ils rencontrent un succès auprès de très nombreux consommateurs passifs. Donc il y a finalement, quand on s'intéresse aux théories du complot, il y a 4 types de personnalités à mettre en avant. Vous avez d'abord donc les théoriciens, les producteurs de théories, hein, ceux qui produisent des livres, ceux qui sont les créateurs de théories du complot. Donc les plus connus parmi les Français sont aujourd'hui Thierry Meyssan, qui remet en question la version officielle de l'attentat du 11 septembre, ou Renaud Camus, inventeur en 2010 du grand remplacement, dont on parle beaucoup en ce moment, hein, selon laquelle donc, les élites conspirent pour substituer aux populations européennes des populations immigrées. Hein, on nous remplace en douce, quoi. Hein, c'est un complot visant à changer la nature de l'Europe. Alors, deuxième type de population, des politiciens ou des scientifiques à la retraite qui parfois se convertissent sur le tard à des positions complotistes qu'ils n'ont pas élaborées. Vous voyez, c'est ça qui est curieux. Alors on peut songer par exemple à l'ancien Premier ministre du Portugal, Mário Soares, qui est devenu un critique de la version officielle de l'attentat du 11 septembre, ou à l'ancien professeur de médecine Luc Montagnier, jugeant que l'épidémie de Covid-19 s'inscrit dans un grand dessein politique visant à embrigader les populations. Alors il faut tenir compte, troisième type de population, des personnalités publiques naïves, les acteurs, les artistes, les people qui vont se laisser convaincre et qui vont disséminer les récits complotistes. Alors en France, on pense évidemment à Jean-Marie Bigard, Francis Lalanne, Juliette Binoche ou Mathieu Kassovitz. Et puis, quatrième population, il y a enfin la grande masse des croyants anonymes, ceux qui se laissent séduire par des récits qui leur sont généralement prodigués sur le web. Alors je vous oublié, je vous avais mis une petite, voilà, une jolie slide, vous voyez, où on voit Renaud Camus. Renaud Camus s'était présenté à la dernière élection présidentielle, mais il n'a pas eu les 500 signatures. Et puis Thierry Meyssan, vous voyez, donc ils sont 2 théoriciens français assez connus qui ont une particularité assez rare politiquement dans le monde des théoriciens complotistes, c'est qu'ils viennent de la gauche, l'un et l'autre. Évidemment, ils ont fait une évolution très forte, mais une révolution, pourrait-on dire. Mais en tout cas, ils viennent l'un et l'autre de la gauche. Alors, maintenant, il faut bien comprendre que le complotisme, au départ, c'est quelque chose de minoritaire. C'est quelque chose qui naît, qui grandit dans la pop culture. Hein, c'est quelque chose qui se répand, mais presque avec humour. Hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure de X-Files. Et puis, il va arriver quelque chose de très important. C'est en 2001, les attentats du World Trade Center. Et alors ça, l'attentat du World Trade Center, je voudrais vous en parler quelques secondes, parce que c'est un attentat qui représente une cassure et le franchissement d'un seuil. Pourquoi une cassure? Parce que c'est le premier attentat de l'époque d'Internet. Et du coup, cet attentat va être répercuté à l'infini, et les théories du complot qui jusqu'alors végétaient parce qu'elles étaient relayées uniquement par des brochures ou des livres édités parfois à compte d'auteur, etc., eh bien, ces théories du complot vont tout à coup connaître une audience extraordinaire grâce au web. Alors je vous rappelle très rapidement les faits, hein, vous les connaissez sans doute. Au matin du 11 septembre, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center. Les 2 tours, dont les toits culminent à un peu plus de 415 mètres de hauteur, s'effondrent 2 heures plus tard et provoque l'anéantissement de 2 autres immeubles. Un 3e avion s'écrase sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, et un 4e, qui vole lui aussi vers Washington, s'écrase en rase campagne. Alors, ce qui est étonnant avec l'attentat du World Trade Center, je voudrais juste faire un petit focus là-dessus, et puis après je poursuivrai.
C'est le fait d'abord que c'est les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés, puisqu'on ressent 6291 blessés et 2973 morts, ce chiffre qui inclut les 19 terroristes islamistes qui ont détourné les avions. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que l'attentat du 11 septembre, c'est un complot. C'est-à-dire que c'est un vrai complot, c'est un complot gigantesque organisé par une organisation Al-Qaïda nommée Al-Qaïda qui bénéficie grâce à Oussama Ben Laden de moyens financiers sans limite et qui vise à déstabiliser le gouvernement américain. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez voir des gens qui vont dire « Oui, oui, c'est un complot, mais pas celui-là ». Ah bon? Pourtant, c'est un complot. Non, non, en fait, ce n'est pas le vrai complot. Derrière le complot dont vous parlez, il y en a un autre. Alors lequel? Alors c'est là où il va y avoir un certain nombre d'affirmations qui vont consister à attribuer cette action à ce qu'on va appeler, de façon très nébuleuse, le complexe militaro-industriel. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est que le complexe militaro-industriel. On imagine une réunion d'hommes d'affaires, de militaires, de businessmen et de chefs d'entreprise, peut-être, une nébuleuse donc, qui semble incarner le gouvernement réel des USA. Et donc, selon les complotistes, ce sont des Américains qui ont commis les attentats meurtriers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là, on n'a plus le temps. Là, je crois qu'il est presque 10 heures et on va évoluer, donc je ne me trompe pas, mais c'est ça. Et on va essayer d'avancer, mais simplement, ce qui est très intéressant à voir, c'est que la plupart des arguments des complotistes sur le World Trade Center sont des arguments scientifiques. Et donc la grosse difficulté, c'est de répondre sur le fond à ces arguments scientifiques. Mais on peut le faire que difficilement. Je vous donne un seul exemple parce que je le trouve qu'il est particulièrement intéressant. C'est qu'il y a, je vais essayer de trouver parce qu'il ne faut pas que je me trompe là, pour ne pas me tromper là-dedans. Ah, voilà, alors il y a un argument qui est formidable, je trouve, de la part des complotistes, qui s'appellent les truthers, ils sont appelés les chercheurs de vérité. C'est que, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'un avion de ligne n'est pas un projectile suffisamment gros pour faire chuter une tour comme le World Trade Center. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils expliquent? C'est que si vous précipitez un avion contre les tours, donc 2 avions, souvenez-vous, se sont précipités, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant pour que la tour s'écroule. Donc il fallait que la CIA ou la FBI mettent des charges explosives pour que la tour s'écroule véritablement. Alors, l'argument est assez extraordinaire parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le carburant, donc des avions qui a explosé, le carburant brûle à une température de 816 degrés, d'accord? Alors qu'il faut 1538 degrés pour faire fondre une tour. D'accord? OK? Alors attendez, parce que qu'est-ce que j'ai perdu ma page, du coup? Je suis perdu. Pour faire fondre une tour. Ah oui, voilà. Et donc les conspirationnistes ont conclu qu'une autre substance incendiaire a été introduite. Il y a eu sabotage préalable, donc conspiration intérieure. Mais, alors voilà, si on étudie et qu'on essaie de se livrer à une contre-enquête en demandant à des spécialistes, bien évidemment, les meilleures estimations scientifiques nous apprennent que l'acier perd 50% de sa résistance à 650 degrés. Et peut perdre jusqu'à 90% de sa résistance à 980 degrés. Donc même si nous imaginons des températures pas plus élevées que 538 degrés au cours de l'incendie, nous avons toujours des raisons suffisantes pour s'attendre à un endommagement sévère et à un écroulement des tours. En d'autres termes, on ne demande pas à l'acier d'entrer en fusion pour que la tour s'écroule. On lui demande de se ramollir. Voyez? Et donc si vous n'avez que l'argument complotiste, vous dites « bah oui, c'est vrai ». Enfin, la chaleur est insuffisante, donc c'est pas possible. L'avion n'a pas pu faire s'écrouler la tour. Vous voyez, il y a là la difficulté de suivre ça. Alors je vais aller très vite, mais sur la question du Pentagone, vous savez que l'argument principal de Thierry Meyssan, c'est de dire que le Pentagone a été touché par un missile. Pourquoi? Parce que le trou dans l'immeuble n'est pas assez gros pour un avion, en quelque sorte. Oui, mais on ne demande pas, vous savez, un avion qui percute à toute vitesse un bâtiment explose.
Et donc forcément, on ne lui demande pas d'avoir une espèce de trace comme dans la neige, avec des ailes qui se déploient. Alors Thierry Messant dit on n'a pas retrouvé de débris. Mais c'est faux. On a retrouvé des débris humains, des jouets, enfin des choses de l'avion. Alors que disent les complotistes? C'est faux. Ces débris ont été posés après. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Et bien surtout, il y a une chose qui est une réponse à faire par rapport à Washington et au Pentagone qui est très importante à faire. C'est que, vous savez où est situé le Pentagone? Le Pentagone est situé à Arlington, en Virginie, tout près de Washington, dans une banlieue très peuplée et près d'un nœud routier gigantesque. C'est-à-dire que des centaines de témoins ont vu l'avion se précipiter sur le Pentagone. Donc vous voyez, donc cet argument, ce raisonnement, en réalité, ne résiste pas à un examen des faits, un examen auquel je me livre de façon évidemment succincte, mais juste pour vous donner quelques pistes de réflexion. Mais par exemple, quand vous avez les arguments des complotistes qui nous ont été assénés, je vous les donne de façon désordonnée. On a observé des opérations boursières suspectes le 10 septembre, qui concernait les compagnies aériennes détournées le lendemain. Le 11 au matin, les employés juifs ne sont pas venus travailler dans les tours. Le gouvernement américain avait prévu des secours d'urgence dès la veille de l'attentat. 6 des pirates de l'air incriminés sont toujours vivants. Où sont-ils? Ça, c'est la question. Il n'y avait pas de noms arabes sur la liste des passagers des vols détournés. L'acier trouvé dans les ruines des tours jumelles a été trop rapidement déblayé, puis embarqué sur des navires à destination de l'étranger. Le Pentagone n'a pas utilisé son système de défense antimissile quand il a été attaqué. Il ne s'est pas défendu. Nul n'a jamais vu les images des caméras de surveillance. Quand le président Bush a appris les attentats, il visitait une école. Pourquoi n'a-t-il pas été évacué sur le champ? Parce qu'il n'avait rien à craindre. Des agents du FBI avaient prévenu d'un risque d'attentat, mais on ne les a pas écoutés. Plusieurs responsables militaires ont reçu l'ordre de ne pas emprunter d'avion de ligne le 11 septembre. Plusieurs Séoudiens ont été autorisés à quitter le territoire américain en avion privé le 13 septembre. À plusieurs reprises, le président Bush a décrit les attaques comme des opportunités qui lui profitaient bien, etc., etc., etc. Jusqu'au meilleur argument des complotistes, je trouve, c'est pas mal. La Maison-Blanche n'a alloué à la commission officielle d'enquête sur les attaques terroristes du 11 septembre qu'un budget de 15 millions de dollars, alors que le film Vol 93 de Paul Greengrass a coûté 18 millions et World Trade Center d'Oliver Stone 60 millions de dollars. C'est vrai que c'est un bon argument, ça. Alors, je voudrais simplement, pour conclure, peut-être, et vous donner la parole, bien sûr, avec plaisir, vous dire que, à mon avis, les complotistes sont des coucous. Les complotistes, ce sont des coucous qui vont nidifier dans les espaces de la libre expression. Bien loin de servir les causes sociales et sociétales de leur temps, ils les dévoient et les détournent de leur finalité première. Je vous donne un exemple assez frappant. Et ça, c'est un exemple vraiment très curieux. En 1973, donc en plein milieu de l'époque hippie, souvenez-vous, et dans le sillage des mouvements de révolte juvénile des années 1960, on a vu grandir aux États-Unis un courant qui était très généreux et très sympathique. C'était le courant des free clinics. Il s'agissait d'ouvrir des dispensaires gratuits permettant de soigner les nécessiteux, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Donc une initiative généreuse, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vu débouler des groupes de complotistes menés par un monsieur qui s'appelle Lyndon LaRouche, qui est mort récemment, qui était un théoricien du complot américain. Et qu'est-ce qu'ont dit les militants de Lyndon LaRouche? Ils venaient avec des pancartes très, très agressifs devant les free clinics en expliquant qu'il fallait se méfier des vaccinations gratuites parce que les dirigeants occultes de ce monde profitaient, selon eux, du vaccin pour injecter des nanopuces qui permettaient le contrôle mental. 1973, vous voyez, 48 ans plus tard, vous voyez que les adversaires du vaccin anti-Covid-19 reprennent le même slogan à propos de la 5G. Et donc, je crois que j'aimerais vous citer une phrase. Vous savez, Jean Jaurès, il y a plus de 100 ans, avait dit « L'antisémitisme, c'est l'anticapitalisme des imbéciles ». C'est une belle phrase, je trouve, très intéressante. Et on pourrait dire que le complotisme, aujourd'hui,
c'est l'anticapitalisme des imbéciles. Et si vous voulez, je crois que les théories du complot affaiblissent les mouvements sociaux en les entraînant dans l'impasse d'affirmations invérifiables. Ainsi, toutes les contestations s'autodétruisent quand elles versent dans les chimères. Douter des actes de nos gouvernants, si ça ne nous convient pas, pourquoi pas? Descendre dans la rue, manifester, faire un convoi de la liberté, pourquoi pas? Mais croire aux élucubrations des prêcheurs, se laisser séduire par leurs pulsions paranoïaques, c'est ruiner son propre esprit critique, c'est détruire la possibilité même d'une expression originale, et c'est s'inscrire dans une sous-culture liée à l'histoire de la modernité. Eh bien, mes chers amis, je serais ravi de vous donner la parole. Peut-être qu'il y a plein de gens qui veulent parler, je ne sais pas. Monsieur au premier rang, peut-être monsieur au dernier rang aussi, qui avait envie de parler. Des notes. Merci. Vous avez dressé un portrait de tout ce qu'on peut appeler les conspirationnistes, les gens qui créent, les gens qui reçoivent. Selon vous, est-ce que, si on dit le conspirationnisme dans son ensemble, avec tous ces acteurs, est-ce que, selon vous, c'est une fatalité et on n'a aucun moyen d'en sortir, ou est-ce qu'il peut exister un espace de réconciliation pour que ceux qui croient au complotisme, ceux qui le diffusent, et les autres, ceux qui soit ne le diffusent pas, soit n'y croient pas, puissent à nouveau se parler? Et j'ai une question subsidiaire. Est-ce que si on... Alors, c'est peut-être un raccourci, mais si on qualifie le complotiste, ou en tout cas celui qui reçoit le complotisme, si on le réduit à un imbécile, est-ce qu'on ne s'interdit pas cet espace de réconciliation? Tout à fait. Je me suis permis cette phrase de Jean Jaurès, légèrement modifiée. Enfin, vous avez tout à fait raison. Alors, je dirais comment répondre. Votre question, c'est comment répondre. Et comment répondre, je dirais d'abord ne pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire répondre par la censure. C'est-à-dire que moi, je suis personnellement, viscéralement hostile à toute forme de censure. Je suis voltairien, je suis pour que mes pires ennemis puissent s'exprimer librement. Et je trouve incroyable qu'aujourd'hui, les GAFAM ferment des comptes, des centaines de milliers de comptes sont fermés. Je trouve ça incroyable que ces structures se permettent de juger du contenu des comptes, même si je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui peut être sur ces comptes-là. Donc je pense que répondre par la censure, c'est la pire des réponses. En plus, c'est une façon de dire, vous voyez, j'avais raison puisque vous m'empêchez de parler. Donc je vous disais bien que le nouvel ordre mondial est une dictature, c'est le 4e Reich, je vous le disais, donc c'est la vérité. Alors, deuxième erreur à ne pas commettre, ce que fait le gouvernement français qui a fait un site pour lutter contre le complotisme. Alors, si le gouvernement s'y met, c'est qu'on est sous Orwell, c'est 1984. C'est pas au gouvernement de faire ça, c'est plutôt à la démocratie de fonctionner. Et alors, comment la démocratie peut fonctionner? Ben, je crois que le complotisme naît d'une crise de la démocratie, naît d'un sentiment d'injustice, de ne pas comprendre ce monde, le fait d'être tenu à l'écart par des sachants qui sont souvent un peu louches et bizarres, et on ne sait pas vraiment s'ils savent quelque chose. Et donc je pense très rapidement que pour répondre, essayer de... D'abord, il faut répondre sur le fond. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des gens qui sont exposés aux théories du complot, il faut répondre sur le fond. Essayer, comme je viens d'essayer de le faire petitement à propos de mon acier fondu, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et puis je dirais, je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire, parce qu'on s'aperçoit, je dois le dire, que finalement, on dit à un moment, on a beaucoup tendance à dire les vieux ne connaissent rien au web, mais les jeunes surfent là-dedans parce qu'ils sont nés avec un portable greffé dans le bras gauche, etc. Mais en même temps, je pense que même quand on est jeune, on a besoin d'apprendre le web. Je pense que le web, ça s'enseigne.
Et que si on n'apprend pas le web, bah, on peut se faire avoir. Parce qu'en réalité, substituer la parole descendante des médias officiels par la parole du web, bah, je comprends qu'on le fasse, parce que ça veut la parole au peuple, de cette façon, et que le web, c'est la parole du peuple. Le problème, c'est qu'on va tomber sur les coucous qui vont vous essayer de communiquer des théories qui vont vous éloigner du réel. Donc, vous voyez, je pense tout sauf la censure. Voilà, pour moi, c'est ça la façon de répondre. Oui, j'avais un peu la même question, c'est-à-dire limiter l'impact du complotisme. Est-ce que, vous avez répondu en grande partie, mais est-ce que c'est pas un peu ce que font certains comme Tristan Mendès France ou des émissions dans 28 minutes, par exemple, où il y a toujours un développement sur les fake news, ou encore sur France Info? Et est-ce que l'école n'a pas aussi son rôle à jouer dans l'apprentissage du web et le développement du doute cartésien, puisque vous parliez du doute à l'origine, mais c'est quand même une vertu française, le doute. Et on peut douter aussi bien d'une idée que de la fausse idée. Absolument, c'est une question de pédagogie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je trouve le travail que font tous ces journalistes que vous avez cités, Thomas Huchon, beaucoup d'autres, me paraît très très judicieux. Thomas Huchon avait dit une phrase qui m'avait éclairé, il m'avait dit quel est le point commun entre tous les gens qui sont exposés aux théories du complot, ils s'informent sur Internet. Et là, on peut se poser des questions. Moi, je veux bien qu'on critique les médias officiels, qu'on critique Le Monde en disant oui, cet article-là me paraît pas tout à fait juste et tout, mais enfin... le problème vient de là. Hein. Le problème vient de quoi? C'est de la, on pourrait dire, de la dégénérescence d'une parole populaire. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'était? Vous savez, Internet, c'est un outil populaire, c'est un outil de contre-culture. Vous savez, vous le savez peut-être, mais lorsque le web a été créé en 1989 par un Écossais, Tim Berners-Lee, et un Belge, Robert Caillot, ces deux-là étaient des libertaires. Et pourquoi ils ont créé le web? Pour créer un monde meilleur, virtuel. Et les valeurs fondatrices du web étaient contre-culturelles. C'était il est interdit d'interdire, la propriété c'est le vol, et tout doit être gratuit. C'est ça les paramètres. On en est très loin. Les Américains ont débarqué après et ont transformé le web pour en faire un web commercial, bien évidemment. Mais donc le web du départ, c'est une parole populaire. Et quand, en 2004, Mark Zuckerberg lance Facebook, c'est l'idée aussi de faire dialoguer les gens. Une parole d'en bas, la parole horizontale et non pas la parole verticale. Le problème, c'est que la parole horizontale, ça a ses défauts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire confiance aveuglément. Pas plus qu'on ne peut faire confiance aveuglément à la parole descendante des médias officiels. Mais là, on voit bien à quel point le web est un outil extrêmement dangereux aujourd'hui. Plus que le web, les réseaux sociaux sont également, ont servi d'amplificateur céleste à toutes les théories du complot. Et une caractéristique, notamment à Facebook, qui est qu'on enferme l'utilisateur de Facebook dans une sphère où il ne côtoie plus que ses proches. Une bulle d'affinité. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, il ne voit plus que ça. Et si c'est un complotiste, c'est terminé. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir sur une parité, en fait? Alors, sans interdire, mais pourquoi pas instaurer une parité obligatoire sur le fait de, quand on est utilisateur Facebook, on ne peut pas s'enfermer qu'avec des gens qui pensent pareil. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire et vous avez tout à fait raison. Mais là, je pense que c'est Mark Zuckerberg et Facebook qui devraient faire leur révolution intime parce que c'est eux qui ont établi ces règles très opaques. D'ailleurs, les règles de Facebook sont très mystérieuses, elles évoluent. Et les utilisateurs de Facebook eux-mêmes se méfient de Facebook. En fait, ils se méfient de ces règles mystérieuses. Et donc, c'est certain que tant que les réseaux sociaux seront régis par ce système de bulles d'affinité, ça risque pas de faire souffler l'air
frais et ça risque pas de développer une parole différente. Maintenant, j'ai pas mis en avant spécialement les réseaux sociaux parce que on s'aperçoit que les sites complotistes aussi rencontrent un écho énorme. Vous voyez, par exemple, j'avais noté ceux de la sphère francophone. Si vous prenez par exemple le site Égalité et Réconciliation qui a été fondé par Alain Soral, le militant d'extrême droite Alain Soral, en 2020, il avait 3 707 000 visites par mois. Vous voyez, si vous prenez le site France Soir, qui aujourd'hui est à la pointe du mouvement anti-vax, il rassemble 3 166 000 visites. Si vous prenez voltairenet.org de Thierry Messant, qui lui est à 905 000 visites mensuelles. Et Wikistrike, qui est un autre site complotiste particulièrement délirant, atteint les 854 000 visites par mois. Vous voyez, c'est où qu'on aille, on est face à cette incroyable diffusion de la croyance. C'est vraiment une croyance en plein essor. Et donc, il est nécessaire, je crois, de la combattre. Alors, combattre les théoriciens du complot, ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas convaincre un croyant. Mais par contre, convaincre ceux qui sont exposés, oui, c'est ça le travail auquel je pense qu'il vaut mieux se livrer pour sauver la démocratie, si on veut la sauver, bien sûr. J'aimerais que vous reveniez sur le sujet principal de la conférence, à savoir est-ce que le complotisme est une nouvelle religion? Comment vous percevez-vous ça? Puisque au final, là, au bout d'1 heure de conférence, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on a trop parlé de ça. Vous avez plus développé les arguments des complotistes. C'est intéressant. Mais ça ne fait pas avancer grand-chose qu'on m'explique ce qu'ils pensent. Qu'est-ce que vous pensez? Ah non, c'est une question fondamentale, certainement. Mais qu'est-ce que vous pensez sur la question de cette nouvelle religion, justement? Parce que je vous rejoins complètement sur le fait que c'est une nouvelle religion et que ces gens-là sont vraiment dans la foi et qu'on ne les fera pas changer d'avis. Maintenant, est-ce que c'est une croyance comme une autre? Il y a une croyance comme une autre. Vous savez, je crois qu'on est face... Moi, ma thèse, c'est d'identifier le phénomène complotiste, non pas comme une idéologie, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment d'idéologie complotiste, non pas comme un courant politique. Et c'est pour ça que j'ai bien voulu faire la différence, et je le fais dans mon livre, par exemple, entre le complotisme et les extrémismes, par exemple, de droite comme de gauche. Ce sont des choses différentes. Si vous voulez, les courants politiques sont des gens qui ont une armature idéologique. Les complotistes sont des gens qui sont animés par une foi. Donc c'est complètement différent. Ils sont dans une santé. Vous savez, ce qui caractérise la foi, c'est l'intuition. C'est l'intuition d'avoir raison, c'est l'intuition d'une réalité. Or, le complotisme est entièrement basé sur l'intuition. L'intuition qu'on nous ment, l'intuition qu'il y a une force occulte qui veut nous détruire. C'est pour ça que j'identifie effectivement le complotisme comme une religion. Après, j'ai fait exprès de leur donner la parole, parce qu'on ne leur donne jamais la parole. Parce qu'on dit toujours les complotistes sont des gens très dangereux, très inquiétants. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire et de leur répondre. Parce que sinon, ils vont dire « Vous ne me répondez pas. Vous dites que je suis un malade mental paranoïaque. » Bon, c'est peut-être vrai, mais vous ne m'avez pas répondu sur le fond. Moi, je vous dis que les chambres à gaz n'existent pas. Et vous me dites que je suis un malade mental. Vous ne me répondez pas. Donc c'est vrai qu'il y a ce travail qu'il faut faire, pédagogique, de répondre sur le fond. Mais c'est vrai qu'au départ du complotisme, je crois, il y a cette intuition qui est une intuition presque religieuse. Et vous savez, c'est marrant parce que j'ai voulu faire ce livre dans une maison d'édition qui est les éditions du Cerf, qui appartient aux Dominicains. Vous savez, c'est une maison d'édition qui a d'origine chrétienne. Les Dominicains ont également créé Télérama. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée de leur ouverture d'esprit. Voilà. Mais je trouvais intéressant justement chez des gens qui sont des croyants, de leur dire, mais est-ce que là, vous n'êtes pas face à une autre religion? Et une religion, par contre, avec un credo qui... Alors, si on voulait rester dans les comparatifs religieux, mais c'est toujours dangereux, une religion qui a un credo presque dualiste,
c'est-à-dire qui nous emmènerait presque du côté du catharisme. Hein, puisque vous savez que selon les cathares, tout ce qui est de ce monde est diabolique. Dieu est resté dans le ciel et Satan est le prince de ce monde, et donc tout ce qui est sur terre, les églises, tout est diabolique. Si vous voulez, il n'y a pas d'espoir de rédemption. Et chez les complotistes, vous avez cette idée-là que tout est diabolique, que tout ce qui se passe, c'est l'objet c'est une attaque contre nous, en quelque sorte, que nous sommes attaqués de toutes parts. Vous voyez, quand nous sommes dans un fortin assiégé. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu identifier ce phénomène religieux. Voilà. Justement, cher monsieur, vous parlez des cathares et de leurs espérances, c'est-à-dire un ailleurs, retrouver d'autres territoires, et ce qui est le cas de toutes les religions. Il y a cette vie en ce bas monde et on va chercher une vie dans un autre monde. Ce que je remarque chez les complotistes, il y a toujours cette volonté d'individualité. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, et la dislocation du groupe. Alors, est-ce que vous pourriez définir quelle est la quête religieuse des complotistes et quel est le territoire et l'ailleurs qu'ils veulent bien trouver? Alors, c'est une religion qui ne propose pas de monde meilleur. Il y a des religions qui ne proposent pas de monde meilleur. Hein. Le bouddhisme, par exemple. C'est une religion, le complotisme, qui n'a pas d'espoir en réalité. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les textes complotistes ne proposent jamais de programme politique. C'est-à-dire que c'est pour ça, d'ailleurs, que ça n'a rien à voir avec des courants politiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais dans la proposition de créons un référendum, faisons la 6e République, je ne sais pas, enfin des propositions politiques, quelles qu'elles soient. Les complotistes n'ont aucune proposition. Ils sont uniquement dans la dénonciation d'une injustice globale, ce qu'ils perçoivent comme une injustice globale. Et tout est contre eux. Tout est tourné contre eux. Et donc, il y a c'est pour ça qu'on peut parler de paranoïa collective, hein. Il y a cette idée-là. Après, vous avez différents types de complotisme. Par exemple, il faut bien dire, vous avez par exemple ce qu'on pourrait appeler des complotismes délirants. Je pense par exemple à ceux qui pensent que les reptiliens nous ont envahis ou que les petits gris nous ont envahis. Là, on est dans des complotismes, on pourrait dire un peu délirants, enfin qui ont droit de citer sur le web. Hein. Ils sont très largement développés. Hein. Il y a beaucoup de complotistes qui croient que les extraterrestres sont parmi nous, sachant qu'on ne sait pas lesquels. Il y a une ambiguïté, puisque certains disent que ce sont des reptiliens, d'autres disent que ce sont des petits hommes gris. Enfin bon, bref, il y a une certaine ambiguïté. Et puis vous avez des théories du complot qui sont, on pourrait dire, plus raisonnables. Après tout, douter du 11 septembre, dire que le 11 septembre c'est un complot, mais que ce n'est pas celui dont on parle, c'est peut-être une thèse que moi je ne partage pas, mais enfin, c'est pas non plus délirant de dire ça, vous voyez. Donc il y a différents types de complotisme, mais si vous grattez un peu les complotismes non délirants, vous voyez que très rapidement, ceux qui vont mettre en doute le 11 septembre vont dire que le lobby militaro-industriel américain a planifié une opération, donc c'est le lobby qui contrôle. Qui est derrière le lobby ? Les juifs, les francs-maçons, les Illuminati. Enfin voilà, on en vient très très souvent au même raisonnement et à la même chaîne interprétative. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrai complot. Encore une fois, il faut toujours savoir raison garder, et j'insiste bien sur cet aspect-là. Alors, j'ai une question qui est encore un peu floue dans ma tête, mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Est-ce que finalement le fait que ce type de complotisme existe n'est pas rassurant au niveau de nos démocraties, que nos démocraties fonctionnent pas si mal que ça finalement, parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène dans les démocraties occidentales et que ça pourrait pas exister dans une dictature. Mais peut-être que ça existe ailleurs. Alors vous savez, avec Internet, Internet franchit tous les murs aujourd'hui. Alors certaines dictatures tentent d'endiguer le flux, mais enfin elles le font assez difficilement. Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'à la fois c'est vrai que
dans une démocratie, il est normal que tout le monde puisse s'exprimer, y compris les ennemis de la démocratie, on pourrait dire. Y compris des complotistes, y compris des gens qui ont les théories les plus folles. Après tout, qui suis-je pour juger que l'autre est fou? Je suis peut-être plus fou que lui. Je veux dire, il n'y a pas de règle. On ne sait pas exactement. Mais d'un autre côté, on peut aussi penser que, et c'est ce que pensent beaucoup, que le complotisme est plutôt un indice de langueur, c'est-à-dire le symptôme d'une maladie de la démocratie, du fait que beaucoup de gens se sentent exclus d'une information qui vient d'en haut, exclus d'une société qui les opprime, et du coup cherchent des clés, des réponses, parce qu'ils n'y comprennent plus rien. C'est vrai qu'après tout, on est tous soumis à un déluge d'informations. Alors parfois on éteint, on tourne le bouton, comme ça on n'entend plus rien, mais on est soumis à un déluge d'informations contradictoires. On l'a bien vu pendant l'épidémie, là, les médecins sur les chaînes info qui disaient tout et son contraire à longueur de journée. On se demandait quand est-ce qu'ils soignaient les patients. Moi je me disais toujours, les pauvres, ils sont tout le temps sur LCI, il ferait mieux d'aller travailler. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'il y a, je dirais qu'on peut voir ce phénomène de masse. Parce que vous voyez, moi, ce qui me passionne, moi, je m'intéresse et j'étudie, et j'ai consacré beaucoup de livres aux mouvements minoritaires, quels qu'ils soient, contre-culture, mouvements politiques, mouvements religieux minoritaires. Les minoritaires, je pense, font bouger le monde. Mais là, le problème du complotisme, c'est que c'est pas minoritaire. C'est qu'on est face à un phénomène de masse. Et là, ça devient tout à fait fascinant d'observer comment des pensées qui, il y a 30 ans, étaient confinées dans les marges, sont aujourd'hui répandues sur toute la planète. Et là, c'est quelque chose de très curieux. Et alors, vous savez, on vit dans un siècle nouveau. La démocratie, il faut qu'elle s'habitue à ce siècle nouveau et aux paramètres nouveaux. Et vous savez, on le voit bien, alors là, on peut parler du convoi de la liberté. On voit bien à quel point les mouvements sociaux au XXIe siècle ont changé par rapport à ceux qu'on connaissait au XXe siècle, avec la baisse d'influence des syndicats, avec l'apparition de mouvements. Au XXe siècle, quand on parlait des mouvements extra-syndicaux, on appelait ça les grèves sauvages. Mais aujourd'hui, on est face à des phénomènes de masse qui n'ont plus rien à voir avec ça. Et donc, ce sont des paramètres nouveaux. Et donc, la démocratie, il faut qu'elle s'adapte à ces phénomènes nouveaux qui viennent bouleverser notre champ de vision, en fait. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est effectivement, oui, on peut le comparer à une religion, une foi, mais la foi dans n'importe quelle religion, on comprend ceux qui ont la foi et qu'est-ce qu'ils essaient d'avoir dans la vie avec cette foi. C'est quoi leur but, en fait? C'est quoi le but d'un complotiste, de mettre les gens les unes contre les autres, de se sentir victime de quelque chose? Qu'est-ce qu'ils essaient d'obtenir avec? Le complotiste pense que nous nous trompons. Il pense que les 3/4 de l'humanité se trompent, que les 3/4 de l'humanité sont des gens qui sont embrumés, qui sont des moutons. Et donc, eux seuls ont la lumière. Donc, ils veulent nous éclairer. Ils veulent nous faire comprendre leur vérité. Ils veulent nous faire comprendre que nous sommes dans l'erreur totalement, que du début à la fin, on n'a rien compris. Alors chaque fois qu'un événement se produise, ils nous expliquent, selon eux, ils nous expliquent le sens réel de l'événement. Vous voyez, tous les exemples que j'ai pu vous donner, voilà, c'est le sens réel d'un événement. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il a un but de pouvoir, parce que quelqu'un qui veut avoir la lumière ou avoir le droit, il y a un pouvoir derrière, enfin il y a quelque chose quand même. Alors justement, ce ne sont pas des idéologies politiques, et il n'y a pas de but de pouvoir. Alors maintenant, ces choses sont plus compliquées que ça, parce que vous avez toujours eu des courants politiques qui étaient complotistes. Si vous prenez par exemple l'extrême droite dans sa pluralité, elle a toujours été complotiste. Pourquoi? Parce que l'extrême droite est nationaliste. Alors qu'est-ce qu'un nationaliste? Je vous renverrai aux travaux de Michel Vinocq. Le nationaliste se distingue du patriote par le fait que le nationaliste veut reconquérir son pays qui a été confisqué par les lobbies.
Donc forcément, les lobbies tiennent le pays, donc on est dans un complotisme. Donc d'ailleurs, le nazisme, c'est un complotisme qui est venu au pouvoir, puisque Hitler pensait que les Juifs contrôlaient tout. Que les Juifs étaient non seulement contrôlaient le capitalisme, mais que les Juifs contrôlaient également la révolution russe. Et donc, toute la démarche hitlérienne est une démarche complotiste. Donc, évidemment, vous avez aussi des hommes politiques qui ont pu se servir du complotisme. Voilà. Mais enfin, la religion complotiste d'aujourd'hui, celle dont je vous parle, elle se laisse récupérer facilement par les extrémistes, hein, c'est indéniable. Mais fondamentalement, quand vous lisez les textes complotistes, il n'y a pas de projet de société. Vous voyez, je me base sur la lecture de leurs textes. Il n'y a pas de projet de société. On est dans la dénonciation. Dénoncer ce monde. Après, il y a des gens qui dénoncent ce monde sans être complotistes. Hein. Moi, j'ai été un fervent lecteur de Guy Debord dans ma jeunesse et je le lis encore avec bonheur. Guy Debord a montré les rouages de ce monde sans pour autant sombrer dans le complotisme. Vous voyez, on peut très bien avoir une lucidité sans sombrer dans la chimère. D'accord. Encore une question à la réflexion, à la lumière de ce que vous dites. Est-ce qu'on n'est pas victime, parce que vous parliez de courants minoritaires et qui ont été exposés grâce aux réseaux sociaux et à Internet, mais est-ce qu'on n'est pas victime en fait de la culture, de la fiction, des livres, des films qui nous ont ces 10, 15, 20, 30, 40, 50 dernières années rapporté essentiellement des intrigues basées sur le complot. Vous prenez James Bond, vous prenez Star Wars, vous prenez tous les grands classiques, tous les grands films, il y a toujours à la trame, à la base, un complot. Est-ce qu'on n'est pas victime, justement, oui, c'est beaucoup mieux comme ça, de cette infiltration qui, insidieuse, petit à petit, eh bien, qui a tout simplement gangréné nos cerveaux? Vous avez raison, parce que c'est d'ailleurs très souvent, on voit bien que les scénarios complotistes se nourrissent du cinéma. Franchement, l'attentat du World Trade Center, ça aurait fait un film hollywoodien extraordinaire. Hein. Je pense que Ben Laden avait dû en voir beaucoup des films hollywoodiens avant de concevoir cet attentat. Et si vous prenez par exemple la théorie selon laquelle les reptiliens nous occupent, vous savez, ça c'est une théorie qui a été produite par un Anglais, alors un personnage incroyable qui s'appelle David Icke. David Icke était dans son coureur automobile. Ensuite, il est devenu porte-parole du Parti vert britannique. Et puis du jour au lendemain, il a craqué et il est venu expliquer qu'il était le nouveau Messie, qu'il allait sauver l'humanité et que l'humanité était contrôlée par des reptiliens, c'est-à-dire une espèce extraterrestre, des espèces de lézards qui mettent des masques souples pour se faire passer pour des êtres humains. Mais il dit ça, David Icke, si je me souviens bien, en 1991. Et juste avant, il y a une série télévisée qui est passée dans le monde entier qui s'appelait V et qui racontait ça. Donc, si vous regardez, je vous conseille de regarder V, vous allez voir des extraterrestres. Donc je pense que David Icke a vu V et que David Icke a eu une révélation en voyant V, qu'il a confondu la réalité et le rêve en quelque sorte. Vous voyez, c'est assez étonnant. Je vais peut-être poser une dernière question. Vous avez tout à fait raison. Mais je dois dire, je précise, juste pour terminer, je précise que l'intérêt aussi d'être complotiste, c'est que vous réenchantez votre vie. C'est-à-dire que vous êtes le seul à voir ce que les autres ne voient pas, ce qui est toujours agréable. Et puis en plus, franchement, c'est plus marrant. Prenez l'épidémie de Covid. Pensez que bon, c'est une épidémie, qu'elle est arrivée, que les gouvernements ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, que chacun a réagi dans le désordre d'un pays à l'autre. Bon, ça c'est la triste réalité peut-être. Mais imaginez que les Illuminati ont injecté exprès ce vaccin dans le dessein de détruire toute l'humanité et qu'il faut lutter contre la menace secrète, c'est beaucoup plus excitant, c'est beaucoup plus palpitant. Et donc c'est vrai qu'on peut faire de sa vie quelque chose de plus drôle peut-être. J'imagine que ça doit jouer aussi, c'est le désir de réenchanter l'existence. À propos de... je vais peut-être poser une dernière question parce qu'on arrive au terme, et peut-être pour aller plutôt du côté de l'enchantement.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que pensent les platistes, comment ils voient le monde et comment ça fonctionne, ceux qui pensent que la Terre est plate, parce que c'est très difficile de comprendre. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une théorie du complot un peu délirante, mais charmante. Il faut bien dire qu'ils sont pas très dangereux. Les platistes, vous le savez peut-être, hein, je ne sais pas si vous connaissez les théories platistes. Les platistes considèrent que la Terre est un disque 33 tours, assez grand, hein, bien sûr, dont le centre est le pôle Nord, et que le pôle Sud n'existe pas, puisque les bords du disque, c'est en fait une énorme muraille de glace qui empêche de tomber dans le vide. Heureusement qu'elle est là, sinon on tomberait dans le vide, évidemment, et qu'on vit sous un grand dôme. Et alors la question de Dieu se pose avec les platistes, puisque pour nous égayer, Dieu fait passer des trucs des étoiles, il y a le soleil qui passe, la lune qui passe. Enfin voilà, il a essayé de faire un petit spectacle, mais voilà, c'est le platisme. Et alors je dois dire que c'est intéressant parce que l'idée, c'est quand même que ce que disent les platistes, c'est que on nous ment. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on nous fait croire que la Terre est ronde, alors que c'est faux, alors que c'est un mensonge. Pourquoi on veut nous tromper? En fait, c'est parce qu'on veut. La plupart des platistes sont des créationnistes convaincus que Dieu a créé l'homme et la femme en 7 jours, enfin, etc., a créé le monde en 7 jours. Et donc, Dieu n'a pas précisé que la Terre était ronde. Donc, il est fort probable que la Terre est effectivement plate. D'ailleurs, regardez, c'est plat. Hein, là, quand je marche, c'est plat. C'est quand même louche. Une dernière question, c'est ça? Une toute dernière. Il y a aussi monsieur là qui veut parler. Est-ce qu'on ne pourrait pas croire qu'il y a une conspiration qui nous pousse à croire aux conspirations pour nous empêcher de nous occuper vraiment de notre avenir commun? Est-ce qu'il n'y aurait pas une conspiration? Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent que les anticomplotistes sont persuadés qu'il y a des conspirations partout, alors qu'il n'y en a pas. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Oui, oui. En fait, peut-être qu'il n'y a-t-il aucune conspiration, en réalité. Vous nous disiez que vous estimiez que le complotisme annihile d'une certaine manière les mouvements sociaux, puisqu'il les emmène vers une vérité qui est fausse. Moi, avec les événements actuels, j'ai plutôt l'impression que de taxer quelqu'un de complotiste, ça ferme le débat. Et ça évite au contraire d'ouvrir et d'avoir ce doute qui peut être légitime. Je vais vous prendre un exemple qui est très simple, et peut-être vous allez penser que je suis complotiste. C'est quand je regarde la situation des médias en France et que je vois que les médias, même qui sont déficitaires au niveau de la presse, sont détenus par des groupes d'intérêts financiers. Alors déjà, pourquoi ces groupes qui visent la compétitivité investissent dans des médias qui sont déficitaires, si ce n'est évidemment pour bénéficier d'un levier politique? Est-ce que se poser des questions comme ça sur le pluralisme de l'info, sur tout ça, c'est quelque chose de complotiste? Et du coup, est-ce que c'est par exemple, où s'arrête la limite? Est-ce que Edward Snowden n'est pas, au fond, un complotiste? Est-ce que les lanceurs d'alerte ne sont pas des complotistes? Et est-ce que le fait de les taxer de complotistes n'est pas quelque chose de dangereux? Est-ce que ça n'est pas de l'ordre de l'amalgame, en fait, votre conférence? Alors écoutez, je vous rappelle que j'ai commencé par dire que les lanceurs d'alerte n'étaient pas des complotistes. Et j'ai expliqué, je peux vous la refaire une deuxième fois, mais c'est toujours embêtant de refaire. Mais je l'ai dit, hein, j'ai expliqué la différence, qu'il fallait surtout pas confondre l'esprit critique avec les complotistes. Alors, quant à la remarque que vous faites sur les médias, cette remarque, vous auriez pu la faire au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que depuis que les médias existent, les médias appartiennent à des hommes d'affaires, et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, depuis que les journaux existent. Et quand on parle d'Internet et de la liberté du web, à qui appartient Internet? À de riches hommes d'affaires. Donc, si vous voulez, c'est comme ça. On est dans un monde qui s'appelle le monde capitaliste, et c'est comme ça, et on n'y peut rien. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc, on peut dire, oui, effectivement, c'est incroyable que tel ou tel homme d'affaires possède les médias et probablement qu'il veut s'exprimer à travers. Ça a toujours été comme ça. C'est malheureusement une des réalités de ce monde. Alors, il existe certes des garde-fous, puisqu'il y a d'abord des hommes d'affaires qui laissent les journalistes être libres, qui a une charte des journalistes qui théoriquement préserve leur indépendance.
Mais je crois qu'il faut voir le monde tel qu'il est véritablement. Et justement, les complotistes ne le voient pas tel qu'il est. Et tel qu'il est, c'est ça, c'est la vérité. Alors ça, c'est deux choses. Il y avait deux questions. Il y avait la question sur les médias et puis la question sur les lanceurs d'alerte. Et je vous dis carrément et ouvertement que les lanceurs d'alerte ne sont pas des complotistes, je l'ai dit, je le redis, et c'est même important de faire la différence. Alors, je n'ai pas cité Snowden, j'ai cité Julian Assange, bon, j'aurais pu en citer un autre, hein, mais en tout cas, c'est la même idée. Aux antipodes des thèses de Alain Soral, mais Alain Soral se considère lui-même comme un lanceur d'alerte. Alors, quelle est la barrière, si vous voulez? Comment vous... Alors, la barrière, c'est que la différence, je recommence, mais c'est pas grave, la différence, c'est que les théoriciens du complot voient des complots là où il n'y en a pas. Et qu'Alain Soral, c'est quelqu'un qui va vous tenir des discours inouïs. Par exemple, récemment sur son site, je lisais que le sida n'existe pas. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple des théories d'Alain Soral, si vous voulez, alors que Julian Assange, lui, va dénoncer de vrais complots. Vous mettiez aussi Juliette Binoche dans votre sac. Par exemple, Juliette Binoche, pourquoi? Alors parce que Juliette Binoche a tenu des propos complotistes sur le 11 septembre et ensuite sur le vaccin, sur l'épidémie. Je rebondis parce que j'ai réagi pendant votre discours. N'en déplaise aux censeurs qui sont dans la salle, parce que peut-être il aurait fallu une grande salle qui soit effectivement plus représentatif et démocratique, et peut-être faudrait-il inviter, mais peut-être faut demander à Jean-Daniel Magnien, peut-être prochainement, que ce soit effectivement plus démocratique. Mais peu m'importe de ce que vous racontez sur les complotistes, puisqu'ils sont si peu nombreux selon vous. Par contre, je ne peux pas laisser dire ce que vous faites d'une manière tendancieuse, et comme ça tout au long de vos discours, de montrer des photos des gens effectivement qui sont pour la marche de la liberté, et de faire entendre et de faire accroire, comme le font le gouvernement actuel et les médias, qui sont effectivement aussi dans une forme de complotisme anti-peuple, parce que c'était vraiment le sujet, le peuple, et peut-être que c'est un retour du peuple aussi. Eh bien, je ne peux pas vous laisser dire, sans réagir, que les non-vaccinés sont des complotistes. Ce ne sont pas des complotistes. Une infime partie d'entre eux, peut-être, est complotiste, mais pas l'ensemble. Et ce que vous tendez à faire croire de manière insidieuse, et j'insiste sur le terme, oui, mais vous n'avez qu'à pas mettre la photo. D'habitude, on dénonce les gens sur ce qu'ils disent et pas sur ce qu'ils tendent à insinuer sans le dire. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez me prêter tous les discours que vous voulez. Je n'ai jamais dit que tous les vaccinés et tous les non-vaccinés étaient des complotistes. Mais comme quand vous avez parlé du complexe militaro-industriel que vous avez essayé d'évacuer... Je parlais du 11 septembre. Oui, non, du complexe militaro-industriel. Vous en avez parlé, vous l'avez évoqué. Et vous l'avez évacué d'un revers de main. On pourrait en parler pendant 10 heures, si vous voulez. Bon, c'est pas la peine. Oui, mais c'est parce que vous l'évacuez. Et ça, c'est de la censure. Et c'est de l'autocensure. Non, c'est un point de vue. Vous oui, êtes capable d'écouter un autre point de vue que le vôtre ? Mais on pourrait aussi parler du lobby juif. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je peux vous en donner un exemple. Mais oui. Mais oui. Non, mais si vous voulez, c'est ça la démocratie. On peut pouvoir parler de tout, et parce que ça existe. Mais en tout cas, les non-vaccinés ne sont pas des complotistes. Voilà. Et les juifs sont complotistes ou pas? Non, c'était un exemple pour vous dire que, par exemple, pendant la crise de 2008, il y a des choses qui existent et vous pouvez les vérifier. La banque Goldman Sachs a fait un complot contre la dette grecque organisé par Georges... Mais oui, c'est une lanceuse d'alerte que je connais très bien, qui s'appelle Mireille Zaki, qui a écrit un livre très précis là-dessus. Et ceux qui rient devraient retourner à l'école. Je préfère Jean Jaurès.